Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une grève du personnel paralyse le service au centre hospitalier et universitaire de Yaoundé. Ce matin, ces employés réclament le paiement de plusieurs mois d'arrivée de salaire, mais également la solde de leur rappel depuis plusieurs années. Et ce sont les malades qui ont payé le lit tribut de ce mouvement d'humeur, nous dira notre reporter à Yaoundé. Les évêques du Cameroun s'intéressent au sénatorial 2013. Ils annoncent par conséquent la mission d'observation lors du scrutin du 14 avril prochain. Les prélats veulent se rassurer de la bonne tenue du vote. Et enfin, processus électoral à la FECAFOOT, la FIFA amène le ministre des Sports et de l'Éducation physique à revenir sur sa décision. Adoum Garoua vient d'autoriser la reprise des opérations de renouvellement dans les organes de base de l'instance laitière du football camerounais. Voilà pour les titres. Retrouvons-nous juste après pour le développement. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal en parlant de ce mouvement d'humeur du personnel du centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Eh bien, ce personnel dénonce les mauvaises conditions de travail et ils entendent également que les arriérés de salaire, de plusieurs mois de salaire, mais également le paiement du rappel d'avancement soit immédiat. Ils l'ont fait savoir à notre reporter Yannick Mazoua. Le centre hospitalier universitaire va mal. La preuve, le personnel a entamé une grève générale. Décriant ainsi les mauvaises conditions de travail dont ils font objet. Entre autres revendications, de prime abord, le paiement des rappels d'avancement de 1992 à 1997 de l'ordre de 100 millions de francs CFA. Les arriérés qu'on avait payés depuis par titre aux fonctionnaires, qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas payés au CHU. On avait commencé à payer et c'est là. On devait finir de payer ça en 2009. Ensuite, le paiement des salaires du mois de mars et le rappel de sort des ex-licenciés abusifs. Les gens avaient fait grève ici en 97, on les avait fait partir. Le président de la République a demandé qu'ils reviennent. On ne les a pas payés jusqu'à demain. Il y a les salaires qui sont toujours à 45 jours, 60 jours. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Le CHU s'appelle arriéré. Enfin, la distribution catégorisée des quotes-parts, le classement et le reclassement du personnel. Au-delà de ces principales revendications, le centre hospitalier universitaire connaît d'autres problèmes. Il n'y a même pas de papier là-dedans. Hein? Dans les laboratoires, il n'y a pas de réactif. À la radio, tout est dépiécé. Tout est dépiécé, on ne sait pas. Les malades, on souffre. Même le savon pour se laver les mains, il n'y a pas. C'est pas normal. L'argent va où? En attendant de voir ces difficultés résolues, le personnel lève les mains vers le ciel et invoque, brassard noir sur les bras, la puissante intervention du Seigneur. Eh bien, ce sont les malades qui ont payé le lourd tribut de ce mouvement d'humeur du personnel du centre hospitalier et universitaire. Retrouvons une fois de plus Yannick Mazoua pour les détails. Cette jeune fille n'a pas pu faire vacciner son enfant ici au centre hospitalier universitaire. Je suis là depuis le matin pour venir faire le vaccin du bébé et voir le pédiatre. Puis depuis 6 heures que je suis là, je suis arrivée là, on me dit qu'il y a grève et que les médecins et les infirmiers ne travaillent pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Comme elle, beaucoup de malades n'ont pas reçu de soins. J'ai ma mère là-bas que je suis venue avec elle depuis 6h30. Elle est là. On ne la soigne pas. Elle a le diabète, la tension, les reins qui ne fonctionnent pas. Elle a l'écoulement nasal. Oui, on ne la soigne pas. Elle est là, elle peut tomber comme ça, alors que ce n'est pas l'argent qui en manque pour qu'elle soigne ma mère. La grève qui sévit au sein de cet hôpital étant la principale cause. Ce n'est pas l'argent qui en manque. C'est la grève qui va faire à ce que ma mère va mourir. J'ai passé toute la nuit sans dormir. Et ça fait même depuis une semaine. Je suis là, on ne la soigne pas à cause de la grève. Une situation désolante, laquelle n'arrange pas le quotidien des patients qui ne savent à quel sens se vouer.
Bon, moi, c'est un peu désolant de voir une femme et un bébé comme ça sans être reçus. Me voilà qui entre à la maison sans prendre le vaccin et le bébé. Je ne sais pas s'il faut aller dans un autre hôpital, il se fait des hâtes, il est à peut-être 10 heures passées, bon, je ne sais pas trop. En attendant que le gouvernement trouve une solution alternative à ce problème qui déstabilise le centre hospitalier universitaire, les patients se retrouvent entre 4 murs et 4 planches. C'est la grève ce qui va faire à ce que ma mère va mourir. Rendons-nous à présent dans la région du Nord-Ouest, plus précisément à Huidikoum, où une plantation de marijuana vient d'être détruite par les éléments de la Légion de gendarmerie qui ont mené une opération coup de poing. Fonkenet et Viviane Kamoa. Infiltrée au milieu de plants de maïs et d'arachides, de la marijuana. Une plante interdite, mais qui a fait son nid dans cette localité du département de Mbui. Sur près de 50 hectares, les habitants cultivent cette drogue au vu et au su de tout le monde. C'est donc au cours d'une opération musclée que les éléments de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest ont découvert cette plantation de marijuana. We are engaged to make an effort to make the cultivation cease here. Since cultivation of marijuana makes a lot of damage into the population. Cultivation of marijuana is forbidden by the law. Aidés par les paysans, ils ont déraciné les plants pour les faire incinérer. S'en est suivi une fouille drastique des maisons du village. Interpellé, le chef du village nie toute implication dans cette activité. Il affirme néanmoins savoir que la marijuana est cultivée dans son village, mais se déclare impuissant. Même si le gouvernement a fait quoi? Et de ceci, quelqu'un vient me donner à boire. Avec la langue qu'il avait, le chambre indienne. Même pas goûter à comment il sait que c'est. Dans la même foulée, des commerçants ont été interpellés avec un important stock de marijuana qu'ils comptaient écouler dans les différentes régions et même au Nigeria. Nous ne quittons pas la région du Nord-Ouest, nous rendons dans l'arrondissement de Bamenda 3e avec les conducteurs de mototaxi qui vont en guerre contre l'insalubrité. Ceux-ci viennent d'initier une opération de nettoyage face à ce qu'ils qualifient d'inertie de l'autorité compétente de cette localité. Viviane Sandine Babo et Jator. Nous sommes dans l'arrondissement de Bamenda 3, région du Nord-Ouest. Les grandes pluies qui s'abattent depuis quelque temps n'épargnent pas cette partie du pays. Ici, les conséquences se font déjà ressentir, surtout pour cette localité en proie à l'insalubrité. Une situation qui a mené ces jeunes, soit 45 au total, réunis au sein de l'Union des conducteurs de mototaxi, à initier cet investissement humain. J'ai informé le maire que l'Union des conducteurs de mototaxi organise un investissement humain à Foncha Junction. Cette opération vise à nettoyer la ville afin d'éloigner les maladies telles que le choléra et bien d'autres. L'opération qui s'est déroulée dans les quartiers Foncha Junction, Foncha Street, Maitou, Tabessi visait à curer les caniveaux, les égouts afin d'éviter les risques d'inondation. Les populations font savoir que leur localité est insalubre du fait de l'inertie des autorités administratives locales. Ils ont introduit plusieurs fois des plaidoyers auprès du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bamenda, sans suite favorable. Nous avons interpellé la commune à plusieurs reprises pour ce problème d'insalubrité. Elle nous a répondu que c'était une tâche difficile pour leurs agents et qu'il nous revenait de résoudre le problème. Pour l'heure, l'arrondissement de Bamenda 3 affiche peu à peu fière allure. Eh bien, si l'arrondissement de Bamenda 3e affiche fière allure, ce n'est pas la même situation que l'on peut dire dans l'arrondissement de Douala 3e, la ville de Douala, où les usagers de la route Ndokouti-Niala sont en colère. L'état de dégradation de la chaussée empêche la fluidité de la circulation et occasionne par conséquent des accidents de la circulation. Les autorités compétentes restent muettes à cette situation. Warren Zede et Sylvestre Hippolyte Zangaou ont effectué ce parcours de combattants. Suivez plutôt. Ndokoti, le carrefour est célèbre dans la ville de Douala. Une célébrité bien difficile à vivre pour les populations qui rencontrent de nombreuses difficultés. Et parmi les sujets de leur misère, à Ndokoti, figure en première position cette route dégradée qui conduit à Niala, toujours dans l'arrondissement de Douala 3e.
Ça fait des années que le calvaire dure. Les autorités compétentes de la ville de Douala ont pourtant multiplié des promesses. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Les usagers pataugent dans les crevasses embourbées, à chaque passage de la pluie. La circulation est au ralenti et les embouteillages au rendez-vous. Les usagers sont en colère. On parle des élections, des sénatoriales et de l'argent débloqué. Et maintenant, vraiment, on n'arrive même pas à satisfaire les populations. Mais c'est grave. Franchement, c'est plus que le calvaire. On est rentré avant l'indépendance, franchement. Une route comme ça, c'est une route nationale. Elle n'est même pas entretenue. On paie les impôts libératoires et tout, et rien n'est fait. Franchement, ça, nous sommes dénigrés. Regardez vous-même de Kossi, regardez. Vous-même, vous voyez ce que nous vivons dans notre pays. Impuissant face à la situation, la main une fois de plus tendue vers les pouvoirs publics. Je ne sais pas si les pouvoirs publics, surtout ceux qui sont plus hauts là-bas, voient les temps de côté. Ça, c'est l'entrée d'une ville. C'est aberrant quand même, c'est inadmissible. On lui a bien fait la main sur la table pour au moins demander aux Azarantous de bien faire le travail. Pour les usagers de cette route, les prochains jours s'annoncent plus difficiles, avec le retour des pluies. Ouvrons à présent le dossier consacré au sénatorial 2013 avec les évêques du Cameroun qui annoncent la présence d'une mission d'observation lors du scrutin du 14 avril prochain. Les évêques se disent également préoccupés de la pauvreté spirituelle et de la crise de foi que connaît l'humanité. C'était ce jour à Yaoundé où se trouvait notre reporter Marcelin Gansop. Comme lors de l'élection présidentielle de 2011, la conférence épiscopale du Cameroun va suivre de près le déroulement des sénatoriales de dimanche prochain. Elle fait partie des structures accréditées par le ministère de l'administration territoriale pour assurer l'observation du scrutin. Et nous attendons qu'ils se déploient sur le terrain et qu'ils nous rapportent ce qu'ils auront observé. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils le font, ils l'ont toujours fait et cette fois-ci ils vont le faire comme d'habitude. Réunis dans le cadre de leur 38e assemblée plénière, les évêques du Cameroun sont préoccupés par la pauvreté spirituelle et la crise de la foi qui se sont emparés des hommes d'aujourd'hui. La baisse des vocations, l'appauvrissement de la chrétienté, dont la vieille chrétienté est en train de partir. Il n'y a pas un renouvellement. Aujourd'hui, l'Église se trouve en face d'un public qui ne veut plus rien entendre de son discours parce que ce public trouve son discours inaccessible à ses revendications. C'est les droits humains modernes, le sexe libre, comme vous le voyez, c'est-à-dire l'homosexualité qui frappe à toutes les portes et qui est aujourd'hui le nouveau droit humain, l'euthanasie, parce qu'aujourd'hui la vie est menacée dès la naissance jusqu'à la mort. Qu'est-ce que c'est que cette société qui défend l'enfant mais qui autorise l'avortement? L'occasion faisant le larron, les évêques ont à travers une messe salué la venue de François Ier avant de prendre l'engagement de s'investir à fond dans le renforcement de la présence constructive de l'Église catholique au sein de la société camerounaise. 2013 est l'année de la foi. Les évêques du Cameroun n'entendent pas faire l'économie des stratégies susceptibles de toucher le cœur des fidèles dans un monde en perpétuelle mutation. Toujours dans le cadre des sénatoriales, signalons que les conseillers municipaux RDPC de la région de l'Ouest invités à voter pour la liste du Social Democratic Front, c'est là une consigne de vote donnée par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Onkouete, qui a donc rencontré ces grands électeurs. Mais à côté de ces consignes, revenons sur ce congrès qui s'est tenu à Bafoussam il y a quelques jours, c'était lundi, un congrès tenu par le secrétaire général adjoint du comité central, Grégoire Owona. C'est avec Jérôme Nassi-Sobzé. C'est Grégoire Owona, secrétaire général du comité central du RDPC, qui a été envoyé en sapeur-pompier dans la région de l'Ouest pour tenter de calmer la colère des militants et militantes du RDPC après le rejet de la liste de leurs candidats au sénatorial du 14 avril prochain. La maison du parti RDPC de Bafoussam a servi de cadre lundi dernier à cette cérémonie à laquelle prenait part tout le gotha politique de la région de l'Ouest. D'entrée de jeu, c'est le docteur Foka Foka, président de la section RDPC MIFI-Centre, qui prend la parole pour faire le point sur le climat politique qui règne au RDPC depuis le rejet de la liste de leurs candidats
au sénatorial de 2013. Sous les regards des conseillers municipaux RDPC de la dite région, invités également à ce meeting, Grégoire Ona prendra enfin la parole devant plus de 700 personnes suspendues à ses lèvres. D'entrée de jeu, le secrétaire général adjoint rappelle à l'assistance que c'est sous haute instruction du président national du RDPC qu'il est venu dialoguer avec les responsables du parti à l'Ouest. Il poursuivra son intervention en précisant qu'il n'était nullement question de marginaliser la région de l'Ouest, mais que la justice du pays avait rendu son verdict sans aucune forme de pression. Il terminera son propos en appelant cette phrase du chef de l'État, le président Paul Biya, prononcée il y a quelques années à l'endroit des populations de la dite région, à savoir « le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas ». Quant à la dernière articulation de cette cérémonie, qui concernait les consignes de vote, c'est le maire de Pété Bandjoun Photo Victor qui prend d'abord la parole pour rappeler aux uns et aux autres que le RDPC n'a pas droit à l'erreur, mettant au passage en garde certains conseillers RDPC qu'il a trop fait de qualifier de conseillers mendiants. C'est un nous à prouver que nous sommes RDPC. En passant, chaque semaine, RDPC, en quittant ici, doit convoquer ses conseillers municipaux pour les parler des chances de collaboration. Il faut prouver que vous êtes RDPC. Si vous prouvez pas de conseiller municipal mondial, vous connaissez comment vous allez faire. Une intervention qui viendra confirmer l'information selon laquelle tous les maires réunis de l'Ouest ont reçu comme principale recommandation pour leurs conseillers de voter dimanche prochain des bulletins nuls. Grégoire Ona, interpellé sur le sujet, tient un autre langage. On risquait de paraphraser le président national qui m'a envoyé ici, c'est que le Cameroun se fera avec l'Ouest. Nous sommes venus rassurer nos militants, nos responsables, qui restent mobilisés autour du RDPC, parce que le meilleur est à venir. Au-delà des 7 sénateurs pour lesquels on ne peut pas concourir, il y a d'autres échéances qui vont arriver et nous restons en compétition. Nous devons donc encadrer encore plus notre base pour l'avenir. Je pense que nous avons le temps des consignes. L'heure est également à la mobilisation dans les rangs de l'UDC, autre parti en course pour les sénatoriales dans la région de l'Ouest. Adamounda Mjoya, son président national, a présenté aux grands électeurs de Fumbot les candidats au sénatorial 2013. Jérôme Nassis Obzé, une fois de plus. Après avoir lancé sa campagne le 31 mars dernier à Bamungum, dans l'arrondissement 63e, l'UDC poursuit encore cette semaine son opération de charme et de séduction. C'est à Fumbo dans le Noun que le président national de ce parti, le docteur Adamounda Mjoya, a personnellement présidé lundi dernier un important meeting qui a vu la participation de plus de 2000 personnes venues écouter le message du leader de l'Union démocratique du Cameroun. La part des fêtes de Fumbo a pour les circonstances abrité cette cérémonie. Le docteur Adamounda Mjoya a tenu à préciser que ce meeting s'inscrivait d'abord dans la perspective de prendre connaissance avec les différentes structures pour le programme suite à la décentralisation, tout en responsabilisant à différents niveaux les acteurs du parti. Il était ensuite question d'avoir une idée sur l'évolution des communes, avec notamment des perspectives pour les prochaines élections législatives et municipales. L'occasion également a été donnée au docteur Adamounda Mjoya de dire un mot sur le plan de campagne de l'UDC dans le cadre des sénatoriales de 2013 dont le parti est engagé. Entre-temps, le chef d'État a convoqué les grands électeurs pour les sénatoriales. Alors nous nous inscrivons dans cette dynamique, puisque nous avons des grands électeurs à convaincre, puisque nous avons cette mission de faire comprendre aux populations ce qu'est l'enjeu des sénatoriales. Notre rencontre aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier, rentre dans cette dynamique. Le président national de l'UDC a fait comprendre aux nombreux participants à ce meeting l'enjeu des sénatoriales, tout en rappelant qu'une éventuelle victoire de l'UDC au soir du 14 avril prochain ne serait que la victoire de toute la région de l'Ouest.
Si demain la liste de l'UDC remporte, nous allons continuer à travailler, c'est-à-dire à réfléchir sur les projets, les programmes qui intéressent notre région et aller défendre ces projets au Sénat, au Parlement dans son ensemble et à voir dans quelle mesure nos sénateurs peuvent mener des actions communes avec les autres conseillers municipaux, maires des différentes communes qui n'ont pas pu aller à cette élection. Séance tenante, les candidats sénatoriales de ce parti de la région de l'Ouest ont été présentés au public. Avec 200 conseillers contre 106 pour le SDF dans la région de l'Ouest, l'UDC entend occuper plus que par le passé le terrain. Pour être tout à fait complet avec ce dossier constaté au sénatorial, si donc l'on peut enfin voir les affiches des partis en lice dans la région du littoral, plus précisément à Douala, ou côté RDPC, l'on a les affiches sur leur profession de foi et on peut également observer les visages des candidats de l'UNDP. Serge Alaoutou et Warren Zede. Difficile pour les usagers de l'axe Niala-Carrefour-Dokoti, après avoir pris une bonne quantité de cette eau boueuse sur les pieds ou sur les pneus, de s'arrêter sur ces affiches qui partent les pans du carrefour de Koti, et même comme ici à la mairie de Douala 3e. Des affiches qui font leur apparition alors que la campagne des sénatoriales entame sa dernière ligne droite. Je pense que la campagne d'affichage, elle vient tard. Elle vient tard, tout simplement parce que je ne sais pas si c'est parce que ça concerne seulement quelques personnes qui sont concernées pour ces élections. Bon là, je me dis que ça ne vient pas tard parce que ceux qui sont dans le milieu savent déjà qu'il y a ce genre de choses qui pourront venir. Tout simplement parce que ce n'est pas toute la population qui est concernée par rapport aux élections de ceux qui seront choisis. Alors que la loi prescrit que des espaces spécifiques soient aménagés dans les mairies d'arrondissement pour la campagne, ici à la mairie du 3e arrondissement, ce sont les murs de cet exécutif communal qui servent de babillard. Ceux des citoyens camerounais qui savent de quoi il est question finissent par se faire une petite idée. Mais l'affiche de l'UNDP a l'avantage qu'on voit au moins des personnes qui sollicitent le poste de sénateur pour la région du littoral, contrairement à l'affiche du parti qui est à côté. Le parti qui est à côté a préféré, moi je n'ai pas encore lu, mais on a l'impression qu'il donne les différentes orientations des projets qu'il propose aux personnes de Douala. Le parti qui est à côté, c'est le RDPC. Il a choisi de présenter sa profession de foi de ses candidats et à quel pays. Le caractère n'est pas grand comparé à ici où on peut lire tout. Et les noms et on a les visages. Donc un peu de difficulté à bien lire. À distance, on ne peut pas voir, sinon on se rapprocher de tout. L'autre parti en liste dans le littoral, l'UNDP, lui a préféré emprunter le chemin inverse, c'est-à-dire présenter seulement les 14 visages. Je ne sais pas pourquoi l'UNDPC n'a pas affiché aussi les visages comme l'UNDP l'a fait. Moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que je vois. Je ne peux que vous parler de ça. Je ne trouve pas ça normal. Il fallait que le RDPC se présente et affiche, on essaie un peu d'essayer de voir tel que l'UNDP l'a fait. Entre la profession de foi et les visages, le cœur des grands électeurs, conseillers municipaux, balance. Eh bien, en sport, la décision du ministre des Sports et de l'Éducation physique d'élever la suspension des élections à la FECAFOOT est diversement appréciée dans le milieu du football camerounais. Il y a d'un côté certains qui voient par là un acte positif car le Cameroun est au moins à l'abri de la suspension des compétitions internationales. Jean-Paul Chuniat. La première assurance qui découle du volte-face d'Adoum Garoua dans le bras de fer avec la FECAFOOT, c'est que le Cameroun est désormais à l'abri des sanctions de la FIFA. Ainsi, les Lions indomptables du Cameroun et Coton Sport de Garoua vont poursuivre sereinement leur campagne en compétition internationale. La FIFA aurait déjà pris acte de la décision du gouvernement camerounais qui est brandi comme un trophée de guerre dans le camp Iya Mohamed. Ses fidèles lieutenants et lui vont poursuivre les élections dans les ligues régionales comme le prévoyait leur calendrier. Autre implication, la marche arrière d'Adoum Garoua ouvre sans aucun doute une chasse aux sorcières contre les dignitaires du régime IA qui se sont désolidarisés de leurs camarades pour affirmer leur soutien au ministre des Sports. Tout serait dans le viseur des hommes forts de la FECAFOOT. Incontestablement, à l'état actuel des choses, Iya Mohamed est sûr de succéder à lui-même à en croire certains observateurs au regard des textes biaisés, excluant par exemple le corps des footballeurs. Et justement, la reculade d'Adoum Garoua sonne à n'en point douter comme un véritable coup de massue pour le camp des anti-IA.
Pourtant, la décision du MINSEP avait suscité espoir de changement pour les anciennes gloires, Joseph-Antoine Bell, Roger Mila, David Maïbi, Emmanuel V et une partie du peuple camerounais. Ils affirment n'avoir pas encore dit leur dernier mot. D'autre part, le fait qu'Adoum Garoua jette l'éponge dans ce bras de fer où il avait pourtant reçu les motions de soutien de certains dignitaires de l'Africafoot et une majorité du peuple camerounais va ternir l'image du Cameroun à l'international. Pour des observateurs, une fois de plus, c'est une grosse humiliation de trop pour le Cameroun face à la FIFA. C'est la 4e fois en 19 ans que le gouvernement, après avoir tenté de s'ingérer dans les affaires de la... Signalons qu'il y a eu des dernières rencontres comptant pour la 7e journée de l'Elite One qui se sont disputées cet après-midi. En voici les résultats. À Douala, Union 1, Yossa, Yon Sport Academy 1. À Garoua, Coton Sport 0, Canon Sportif de Yaoundé 1. Et à Mbouda, Sable 0, Panthère 0. Jean-Marc Songos est de retour au Cameroun. Le président national du Parti de l'Esprit d'Avril 48 a été accueilli par les militants à l'aéroport de Douala il y a quelques jours après plusieurs années passées à l'étranger. Reportage. Après 6 années passées à l'extérieur du pays, Jean-Marc Ngos est de retour au Cameroun. Accueilli à l'aéroport international de Douala par les sympathisants et militants de son parti, le président national du Parti de l'Esprit d'Avril 48, par ailleurs ancien enfant de la rue, a choisi la date du 6 avril 2013 pour un retour qui, selon lui, sonne comme la fin de la récréation dans ce pays. Nous avons fait le diagnostic. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à l'audit, l'heure est à l'action. Et l'heure est arrivée que les patriotes, d'un sursaut patriotique, interviennent dans l'éducation du Cameroun. Créé en 2006 et légalisé en 2007, les responsables du Parti de l'Esprit d'Avril 48 ont pris le soin d'observer la vie politique du Cameroun et d'ailleurs pour comprendre les contours et définir la nouvelle vision de ce pays. Une vision basée sur la fin des actes posés par les nationalistes tels que Oumniobe, Ernest Wandje et autres. Un parti où seule la vérité prime. Notre parti est l'héritage nationaliste des pères fondateurs de ce pays. Et parce qu'on a les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront, soyez rassurés que, comme le disait le Podol Ruben Oumniobe, nous allons redonner au peuple camerounais les moyens d'espérer. Face aux hommes des médias à Douala, le président Jean-Marc Ngos n'a pas cessé d'évoquer le nom de Dieu qui pour lui est la source de son inspiration. Le 3e futur président de la République du Cameroun, tel qu'il le clame, voudrait un Cameroun où les hommes sont honnêtes et ne parlent que sur la vérité. Un régime est en place. Nous agissons dans le strict respect des institutions du jeu démocratique. Mais quand vous avez un parti politique, quoi de plus noble qu'aspirer à présider au destiné de la nation? Pour l'instant, Jean-Marc Ngos affirme qu'aucune action en rapport avec des échéances électorales à venir n'est envisagée, mais plutôt une place est accordée à la cohésion nationale d'abord. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. À suivre juste après, spécial Sénat, Fénelon Maobsen vous donne rendez-vous avec ses invités. Quant à moi, nous nous retrouvons demain à la même heure.